Vous avez peut-être entendu parler des mecs qui disent ouais, c'est les machines qui peuvent apprendre par elles-mêmes. Ouais, vous avez entendu parler de ça? C'est pas loin d'être vrai, ouais, c'est pas loin d'être vrai. Moi j'aime bien la métaphore de juste. Je pense quand j'explique à mes élèves, je prends cette métaphore-là où je dis que le machine learning c'est un peu comme quand vous êtes prof et que vous essayez d'apprendre quelque chose à un élève. Okay, l'algorithme c'est l'élève. Vous êtes prof et du coup vous lui faites une leçon, donc finalement vous lui dites ouais, ça et ça, c'est des choses qu'il faut que tu connaisses, parce que du coup ça va te permettre ensuite de gérer tel problème. Okay, et bien le machine learning c'est exactement la même chose en fait. L'algorithme c'est l'élève, et le prof c'est vous, le data scientist, ou le data engineer, ou le software engineer, enfin bref, la personne qui écrit le code. En fait vous allez nourrir votre algorithme de données, et c'est un peu la leçon que vous allez enseigner à votre algorithme. C'est-à-dire que vous allez lui dire, ok, avec ces données-là, tu sais ce qui va se passer, tu sais ce qui doit se passer dans la réalité. Ok? Maintenant, apprends avec ça. Et une fois que tu as assez appris, et ben à ce moment-là, il va falloir que tout seul, tu puisses savoir ce qui se passe sans que je te donne les réponses. Donc imaginez, typiquement, si je suis prof, je vous fais un contrôle, ben, vous n'avez pas le droit à votre cahier à côté, ben là c'est la même chose. Okay, c'est que je vous donne à l'algorithme, cette fois je lui donne des données, et il doit pouvoir me prédire quelque chose, okay, sans bien sûr qu'il ait eu une réponse. Okay. Alors, je fais cette première slide là. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié de vous dire. Vous êtes tous sur Slack ou pas? Je vais mettre, si vous n'êtes pas sur le Slack de Jeda, faites le petit bit.ly là. Je vais vous mettre un dataset après, et c'est là que je vais partager le code à la fin du workshop. Donc n'hésitez pas à vous mettre dedans, vous n'êtes pas bien sûr obligé, sinon vous pouvez juste suivre sur mon écran, prendre des photos, faire ce que vous voulez. Mais voilà, donc ça c'est le Slack de Jeda. Je laisse 5 secondes, histoire que vous ayez que vous puissiez rentrer. Donc voilà. Alors, je suis content parce que vous voyez à peu près ce que ça veut dire que le machine learning, parce que souvent en fait les gens, quand je leur dis machine learning, ils imaginent tout de suite ça. T'imagines tout de suite genre l'intelligence artificielle, C3PO qui arrive à tout voir. Donc ça c'est ce qu'on appelle faire du deep learning, c'est souvent utilisé dans ce qu'on appelle la reconnaissance d'image. Et c'est par exemple les self-driving cars, okay, les voitures qui conduisent toutes seules d'Uber ou de Google. C'est ça qu'elles font en fait, elles font de la reconnaissance d'image. Et elles arrivent à distinguer aujourd'hui grâce à ce qu'on appelle du deep learning, qui est un sous-ensemble du machine learning, tout l'environnement. Vous voyez les petits carrés là, c'est l'algorithme qui arrive à avoir des gens, qui arrive à avoir une voiture, etc. Et en fonction de ça, on va prédire du coup une action. Typiquement, je prédis qu'il y a quelqu'un qui traverse la route, il faut que je m'arrête. Ok? Bon, pour Uber, ça n'a pas marché une fois ou deux, mais ça c'est apparemment des erreurs humaines. Mais donc ça, c'est un point typique du machine learning, mais c'est pas tout ce qu'il y a à voir. Okay, quand on commence en tant que data scientist, on voit des trucs du style je veux prédire le nombre de ventes que je vais faire parce que en fonction des années qu'on a précédentes. Okay, je veux prédire le salaire de quelqu'un en fonction de son âge, le nombre d'années d'études qu'il a fait, etc., etc. Je veux prédire des comportements d'achat. Est-ce que quelqu'un va acheter quelque chose, oui ou non, en fonction des caractéristiques que je connais de cette personne, c'est-à-dire de ma base de données. Okay, ça, c'est des trucs plus typiques qu'on fait. Après, quand vous devenez très bon, vous faites ça. Ça, c'est plutôt cool. Ok? Alors, pour vous resituer, après, je ne fais plus trop de slides. Le ML, moi, je le mets là-dedans. C'est-à-dire que, en gros, on a tout ce qui est la matière des computer science, qui est juste étudier ce que fait la puissance d'un ordinateur, dans laquelle on a un truc qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et l'un des pans les plus prometteurs, justement, de l'intelligence artificielle, c'est le machine learning, parce que c'est grosso modo quelque chose dans lequel, aujourd'hui, tous nos ordis, là, ont assez de puissance calculatoire pour pouvoir justement à tous qu'on puisse créer un algorithme de ML et que ça ne nous coûte pas genre des heures, des jours d'entraînement. Okay, parce que je vous donne un peu un ordre d'idée, les data science ou les algorithmes qu'il y a derrière tout ça, là, ils existent depuis un paquet de temps. En fait, c'est des statistiques et des probabilités qu'on utilise depuis qu'elles ont été démontrées. Sauf qu'avant, on n'avait pas des machines assez puissantes pour pouvoir avaler assez de données pour qu'on puisse les utiliser.
Aujourd'hui, nos PC, donc nos personal computers, donc tout ce que vous avez là, sont capables de gérer des algorithmes qui peuvent avaler un paquet de données, ok, sans pour autant aller sur du big data, c'est-à-dire on va dire des bases de données avec 1 million de lignes, 2 millions de lignes, etc. Et vous pouvez déjà utiliser un truc, un Excel, où il y a 200 000 lignes sur votre ordi perso avec votre CPU et faire déjà un algorithme qui marche plutôt pas mal. Donc vous avez vu que du coup, on passe d'un côté à il faut une infrastructure pour pouvoir gérer autant un volume de données qui puisse me permettre de faire un algorithme à genre je peux prendre un Excel qui fait 50 mégas et je peux déjà créer un premier algorithme et ensuite le mettre en prod. Okay, c'est pour ça que maintenant aujourd'hui c'est devenu aussi populaire. Ok, je vais passer sur cette slide. C'est un autre point pourquoi c'est populaire. Le machine learning c'est aussi populaire parce que finalement le volume de données aujourd'hui, je pense que vous savez tout ça, le volume de données qu'on crée double chaque année. Okay, donc vous voyez, si par exemple je devais couper la forêt amazonienne, en faire du papier et écrire des données sur tout le papier, j'aurais 1 exabyte de données. Vous voyez ce que c'est? Donc ça vous donne un ordre d'idée. Aujourd'hui on a créé, je crois en 2005, on a créé, je crois c'était à peu près 1500 ou 1050 exabytes de données. Ok, quelque chose comme ça. Voilà. Et ça double tous les ans. Okay, donc maintenant on est passé à une nouvelle unité qui est le pétabyte, je crois, le zettabyte. Bref. Rien n'est bien important, ce que vous devez savoir, c'est que vu qu'on double ce volume de données-là, aujourd'hui l'homme n'est pas capable de gérer tout ce volume-là, on n'est pas capable de gérer tout ce qu'on a créé. Et en fait, une peut-être des réponses, ou une peut-être des solutions, ce serait effectivement l'EML. Parce qu'on arriverait à avoir justement des algorithmes qui sont capables, qui sont assez intelligents, on va dire, pour gérer des données, sans que nous, on ait à coder chaque étape du programme. Ok ? Alors, quelques autres applications, donc je pense que ces deux-là se recoupent un peu en fait. Donc quand vous êtes sur Facebook, par exemple, vous vous souvenez, vous étiez tous, ça fait, je pense sur Facebook, il y a 5, 6 ans, 10 ans, quand ça s'est créé. Au départ, vous pouviez juste poster des photos et vous deviez dire là où était votre tête et qui était cette personne. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de faire ça. Parce que tous étaient très sympas avec Facebook, on leur a donné 1 milliard de données sur lesquelles leur algorithme pouvait s'entraîner. Okay, et donc en fait, c'est ce qu'on appelle faire de la reconnaissance d'image. Et du coup, Facebook, Google et Microsoft ont été hyper pionniers là-dedans, parce que justement, avec toutes les données, toutes les photos que vous avez mis, tous les gens qu'on a tagués, etc., c'est devenu hyper facile pour eux d'avoir de quoi nourrir leur algorithme, et du coup pouvoir les tweaker pour faire quelque chose qui soit assez puissant et assez précis pour faire la reconnaissance d'image justement précise. À tel point que maintenant, on est capable de faire ça. Les voitures qui conduisent toutes seules. Et en fait, littéralement, les voitures qui conduisent toutes seules, c'est simplement des caméras qui sont à l'avant, à l'arrière, sur les côtés, tout partout autour de la voiture, et qui prennent littéralement tout le temps en photo l'environnement. Et en fonction de ça, on peut faire des actions. Alors, 2-3 autres trucs. Vous regardez tous Netflix ou Amazon. Les moteurs de recos sur Netflix et Amazon, c'est du machine learning. Okay, VR, vous avez peut-être tous joué à la vidéo. Sur les jeux vidéo, quand vous faites de la réalité virtuelle, alors c'est pas le jeu vidéo en lui-même, je veux dire, pardon, qui constitue du machine learning, mais par contre le fait que vous, quand vous faites un mouvement, le fait que ce mouvement soit reconnu comme un mouvement qui doit entraîner une action, je sais pas, par exemple ça, je dis si je dois faire ça, ça va être un coup d'épée par exemple, ça c'est du machine learning. À force d'avoir des mecs qui ont fait ça, maintenant on est capable de reconnaître, oui, du coup c'est un coup d'épée. Ok ? Et le dernier j'aime bien cet exemple-là parce que c'est le secteur de la santé et on n'est pas que dans la tech, mais le machine learning permet de faire des innovations de malades justement dans la santé. Et je vais vous donner un exemple pourquoi. On a fait, il y a justement un challenge qui a été relevé par un algorithme de ML, de classification, c'est-à-dire de la reconnaissance d'image. Et le but de cet algorithme-là, c'était de reconnaître des cellules cancéreuses. Et on a mis à côté de cet algorithme-là le meilleur chirurgien de la planète. On appelle ça un oncologue, c'est ça, les mecs qui s'occupent des cancers. Voilà, on a mis le meilleur mec pour ça. Je vous laisse deviner qui a gagné entre les deux. L'algorithme. Ok. Et ça, justement, c'est incroyable parce que imaginez qu'un algorithme, c'est généralisable. Okay, je
peux utiliser mon algorithme pour organiser une cellules cancéreuses n'importe où dans le monde. Par contre, mon meilleur chirurgien, il va falloir que je le paye très très cher pour qu'il fasse, je sais pas, LA, Shanghai, etc. Okay, donc ça c'est vraiment sympa. D'ailleurs, parce que les algorithmes maintenant de deep learning ont presque battu tout le monde à tous les autres jeux, les jeux aussi, jeux de société. Le dernier en date, c'était le jeu de Go. Et c'était encore le seul jeu où on n'avait pas un algorithme qui avait battu l'homme. Et ben, ça a été fait en 2012 ou 2013, je crois. Voilà. J'espère que ça vous a un peu mis l'eau à la bouche, parce que maintenant, du coup, on va passer au code. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse quelque chose de relativement simple. On va créer un algorithme de classification en utilisant ce qu'on appelle une régression logistique. Alors, n'ayez pas peur pour l'instant des appellations mathématiques ou quoi que ce soit. Je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. C'est pas vraiment ça, c'est pas vraiment ça qui est, je trouve, qui est l'important dans tous les cas. Je vais vous expliquer, vous allez voir, l'intuition, elle n'est pas si compliquée que ça. L'idée, ça va être justement de prédire des comportements d'achat. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un va acheter oui ou non mon produit? Et là, j'ai mis 3 variables. Ça va être son salaire, son âge et son sexe. Ok? Vous allez voir ce qu'on peut déjà faire avec ça. Normalement, vous avez tous reçu un email pour télécharger Anaconda. Si vous n'avez pas téléchargé Anaconda, et que vous voulez suivre avec moi, je vous conseille de télécharger Anaconda. Si vous voulez suivre avec moi, je vous conseille de faire 2 choses. Alors, la première, c'est de vous créer un dossier, comme moi là. Moi, je l'ai mis sur mon bureau. Vous créez un dossier que vous appelez ce que vous voulez. Moi, je l'ai appelé Workshop Introduction à Machine Learning. Et c'est important que vous ayez bien ce dossier-là. La première chose que vous allez mettre, c'est mon fichier purchase.csv que j'ai du coup chargé dans Slack. Vous pouvez le télécharger comme ça, vous y allez. Et il doit y avoir quelque chose pour faire download ici. Okay. Une fois que vous avez ça, vous pourrez ouvrir Anaconda. C'est votre Anaconda Navigator. Et normalement, vous avez un truc qui s'appelle Initializing, etc., etc. Et une fois que vous avez ouvert ça, vous ouvrez un truc qui s'appelle Spider. Donc, que je vous explique, Anaconda, en fait, c'est un endroit où vous avez plein d'outils. Okay. En data science, nous, on utilise, en vrai, moi, j'en utilise par exemple, j'utilise Visual Studio, Jupyter, Spider. Okay. Nous, on va utiliser Spider, pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle un IDE, c'est-à-dire que vous avez votre éditeur de code, vous avez votre console, tout est mis au même endroit, vous pouvez tout utiliser ici. Le seul désavantage que ça a, c'est que c'est assez lent. Donc quand vous allez faire du deep learning, ces trucs-là, donc quand vous allez commencer à prendre un peu de bouteille, je vous conseille de passer sur autre chose. Okay, vous allez passer plutôt sur des notebooks, okay, qui sont beaucoup plus courants, et en data science on utilise ça. Mais pour commencer, Spider c'est très bien. Alors on va ouvrir ça. Alors moi je vais ouvrir un nouveau truc. Et je vais zoomer à fond. Alors, du coup, voici, je vous présente Spider. Dans Spider, il y a 2-3 trucs qu'il faut savoir. Les premiers trucs qu'il faut savoir, c'est que ici, c'est votre éditeur de texte. C'est ici que vous allez écrire tout votre code en Python. Okay. À droite, ce qu'on appelle une console IPython, c'est-à-dire que c'est là où vous allez exécuter votre code. C'est ça qui va comprendre ce qui est écrit dans votre script. Et ma fenêtre ici, ça vous donne de l'aide. Ça, c'est plutôt pas mal quand on oublie les librairies, les machins, les trucs. Votre fichier et vos variables, vous allez voir ça après. Le truc qui est vraiment important de voir, c'est ce qui est là-haut là. Si vous n'arrivez pas à lire, je vais vous le dire ce qui est marqué ici, tout là-haut, il y a marqué user/Antoine Crinck. Donc moi, Antoine Crinck, c'est moi. Et en fait, c'est juste le dossier dans lequel est Jupyter, ou dans lequel Spider. Donc c'est-à-dire que Spider va essayer de chercher des fichiers qui sont là-dedans. Okay. Donc typiquement, vous, quand vous avez créé votre dossier pour ce workshop-là, et que vous avez mis productpurchase.csv, il faudra changer de chemin. Okay, il faudra que ce soit dans l'endroit où est votre dossier. Du coup. Donc par exemple, moi, j'ai mis ça dans mon desktop, donc dans mon bureau. Donc si vous cliquez sur l'icône là, Browse a Working Directory, tout en haut à droite là, vous cliquez là, et vous pouvez choisir là où justement vous avez ce qu'on appelle votre Working Directory. Donc moi, ici c'est Workshop, Introduction au Machine Learning. Et si je fais ouvrir, vous avez vu que là, j'ai ce qu'il me faut, c'est-à-dire que ça va bien changer mon chemin, user/Antoine Crinck, desktop, workshop, introduction, machine learning. Okay, donc faites bien attention à ça, parce qu'ensuite du coup on va lire le fichier productpurchase.csv, et donc si vous avez mis le mauvais chemin, il va vous dire ah ouais je sais pas où c'est. Ok, donc vous allez avoir une erreur. Vous êtes prêts à coder maintenant? Ok, on va passer à la partie marrante maintenant. Setup est fait, Spider c'est là. Une fois que vous avez ce truc blanc là,
On va commencer par la première étape qui est que nous, en tant que data scientist, on n'aime pas du tout. Enfin, les data scientists sont des moins bons codeurs que les software engineers, et vraiment moins bons en général. C'est-à-dire qu'on fait du truc pas forcément élégant et surtout on n'aime pas coder de tout de A à Z. Donc nous on aime bien utiliser des librairies. Ok. Je vais vous montrer du coup les plus populaires qu'on utilise littéralement tout le temps. C'est NumPy, Panda, Matplotlib et un peu de Seaborn. Alors je vais vous les écrire d'abord et je vais vous expliquer ensuite ce qu'elles font. Je vais vous mettre d'abord un premier commentaire et je vais vous l'appeler Import Libraries. Libraries comme ça. Je crois qu'il n'y a pas de i d'ailleurs en anglais. Ouais. Bon, ouais. Et vous allez me faire import. Vous voyez bien mon code là ou vous voulez que je joue un peu plus? Je joue un peu plus. Ça va? Au pire je peux aller. On se fait plaisir. Vous allez faire import numpy as np. Vous allez faire aussi import matplotlib.pyplot as plt. Vous allez faire import pandas as pd. Et vous allez faire import enfin seaborn as sns. Si vous avez des petits triangles comme moi, c'est des warnings pour dire que vous avez bien mis des librairies mais qu'elles ne sont pas utilisées. Alors, je vais vous expliquer ce qu'elles font chacune de ces librairies. En data science, grosso modo, imaginez qu'il y a un peu 3 pans sur lesquels nous on évolue. C'est-à-dire qu'on évolue sur la partie plus ou moins machine learning big data. Okay, donc c'est ça qui mélange un peu l'algorithmie et les mathématiques. On a un pan de connaissance du métier, c'est-à-dire qu'on va être dans une entreprise et les data qu'il y a vont forcément être un peu différentes en fonction des boîtes. Et enfin, il y a une partie un peu de programmation. Okay, donc nous, on a un peu la triple casquette, je dirais. Encore, c'est pas forcément adéquat de dire ça, mais on a un peu ces 3 pans-là. Okay, donc en fait, tout ce qui gère les mathématiques, statistiques, etc., c'est NumPy. Okay, NumPy, on peut faire pas mal de choses liées à des mathématiques. Okay, donc ça va de juste faire une simple racine carrée à inverser une matrice. Okay, pour ceux qui se souviennent de leur cours de maths. La deuxième ici, en général, c'est la partie justement quand je vous disais qu'il faut avoir une connaissance métier. En général, vous parlez aussi à des gens en tant que data scientist qui ne sont pas du tout adeptes du code. Okay, et si je montre un script à un manager qui n'a jamais vu ça, en général, il panique. Donc Matplotlib, ça sert à faire ce qu'on appelle de la data visualisation. La data vis, c'est justement faire en sorte que vos données brutes veuillent dire quelque chose de manière graphique. Okay, c'est un joli moyen de dire qu'on fait des beaux graphes, okay, qui veulent dire quelque chose. Et quand vous allez présenter justement votre nouvel algorithme, vous n'allez pas dire bah voilà, ça c'est mon script et ça fait un truc bien. En général, vous essayez de montrer ça. Okay, alors Matplotlib, ça fait ça, et ça fait ça en fait avec sa petite sœur qui s'appelle Seaborn. Alors on a créé Seaborn justement parce que Matplotlib, encore une fois, je vous ai dit qu'on n'aimait pas trop coder. Matplotlib, c'est un peu trop compliqué pour nous. Du coup, on a fait un truc plus simple qui s'appelle Seaborn. Okay, donc c'est un truc, en général, les deux sont toujours ensemble. Okay, donc Seaborn, c'est une librairie qui est construite sur Matplotlib, donc du coup, vous avez besoin des deux. Okay, que vous sachiez pour la prochaine fois. Et enfin, du coup, je finis par Panda. Panda qui est une librairie qui sert à faire justement de la manipulation de données. Okay, nous, on est là pour gérer des gros datasets. Ou en tout cas des datasets, ce qu'on appelle des bases de données, donc des Excel, des CSV, mais après ce sera des bases SQL, etc. pour ceux qui codent. Et donc du coup on a besoin de bouger tout ça. Okay, on a besoin de faire des calculs, on a besoin d'enlever des colonnes, en rajouter, etc. etc. Okay, donc ça c'est un peu le but de Panda, c'est de pouvoir faire ça. Ok, alors une fois qu'on a ces librairies, maintenant on va les utiliser. Donc la première étape, ce sera justement d'importer notre dataset. Ok, ça va être d'importer notre CSV pour qu'on puisse faire des manipulations dessus. Alors allons-y. Donc là je vais vous mettre un nouveau commentaire. Import dataset. Et vous allez créer une variable qu'on va appeler dataset. Et on va appeler notre PD ici. Et vous allez faire read CSV entre parenthèses et vous allez mettre du coup le nom de votre fichier CSV. Donc il s'appelle exactement product_purchase.csv. Et jusque là normalement, PD is not defined. Ah oui, il faut exécuter le code. Tac, vous allez pouvoir exécuter ce code là.
c'est ce code-là. J'ai oublié de le date. Donc avant de, la première erreur que j'ai eue, excusez-moi, c'est simplement, donc vous surlignez, vous sélectionnez votre code et vous faites commande entrée pour Mac ou c'est contrôle entrée pour PC. Et ça va vous exécuter votre code. Sinon vous avez cette jolie flèche là, pardon, cette jolie flèche là qui va exécuter votre code. Run file. Ok. Et ça va vous exécuter tout de haut en bas. Alors, maintenant qu'on a fait ça, normalement vous devriez voir du coup notre premier dataset. Et c'est ce qu'on appelle en Panda, on appelle ça un data frame aussi. Ok. Pour l'instant, vous pouvez considérer que vous pouvez interchanger les termes. Alors, du coup, dans notre fichier, qu'est-ce qu'on a? Comme je vous l'avais dit, on a 3 variables. Ok. On a l'âge, on a le sexe, gender, et on a estimated salary, c'est-à-dire le revenu annuel, il est annuel et il est en dollars de la personne. Ok. Et on a une 4e colonne là qui s'appelle purchased. Donc là en fait c'est dans notre dataset on a des données sur des gens. Si vous avez 0, c'est que la personne n'a pas acheté le produit. Si vous avez 1, la personne a effectivement acheté le produit. Ok. La toute première colonne user ID, on a souvent ça du coup, parce qu'on essaie d'anonymiser les données le plus possible, surtout avec la RGPD, ces choses-là. En général, que je vous donne un petit peu de contexte, on enlève toujours le nom, le prénom. Souvent, normalement, on enlève le sexe. Ok. Là, je vous l'ai mis simplement parce que c'est beaucoup plus facile d'apprendre avec ça. Mais les données personnelles, on fait très attention avec ça. Donc en général, on essaie le plus possible d'anonymiser les données. Ok. Et donc souvent, du coup, on a des histoires de user ID. En revanche, ça ne va pas du tout nous aider pour notre prédiction. Ok. Donc là, notre but, justement, avec notre algorithme de classification, ça va être justement de prédire en fonction de ça, la dernière colonne. C'est-à-dire, est-ce que la personne va pouvoir acheter oui ou non mon produit en fonction de son salaire, de son âge et de son sexe. Ok. Alors, je vais vous fermer ça. Vous pouvez le garder dans un coin si vous voulez. Et je vais vous expliquer les prochaines étapes. En ML, du coup, on dit qu'il y a une variable cible, qu'est-ce que vous essayez de prédire, et vous avez une variable explicative, qui est du coup les variables qui vont permettre d'expliquer ou de trouver si la personne va acheter oui ou non. Donc en code, il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on fasse cette étape-là où on définit un grand X qui va être du coup toutes nos variables explicatives et un petit Y qui va être ce qu'on veut prédire. Ok. Donc ça, c'est l'étape. Donc on va faire ça, on va faire un X qui vaut dataset, point, et vous allez faire iLoc, et vous allez mettre des crochets comme ça. Et vous allez me faire 2 points, virgule, et vous allez de 1 à moins 1, qui est la dernière colonne. Tac. Et vous allez me faire la même chose avec Y, dataset.iLoc, tout ça, et on va aller jusqu'à moins 1. Tu peux expliquer le 1, 2 points? Ouais, bien sûr. Je vais vous l'expliquer par le résultat justement. Merci. Tac. Voici X du coup. X, vous avez vu qu'en fait ce que j'ai fait là, j'ai appelé un truc qui s'appelle iLoc. Ok. Ce truc qui s'appelle iLoc, ça me sert à définir les colonnes que je veux dans mon X. Ok. Donc en fait dans le dataset ici, donc vous avez vu quand je vous ai montré toutes les colonnes, hein, c'est la variable qu'on appelle dataset dans laquelle il y a la colonne user ID, gender, estimated salary, purchased. Et donc en fait ce que tu veux toi, dans ton X, tes variables explicatives, ça va de là à là. Ok. Donc ça correspond, tu vois, ça c'est la colonne 0, 1, 2, 3, 4. Ok. Ou techniquement, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Et 0 c'est l'user ID qui ne sert à rien pour expliquer le truc. Ok. Exactement. Donc une fois que vous avez fait ça avec X, je vous ai montré directement ça avec Y. Avec Y du coup on a juste besoin de la dernière colonne. Donc on prend toutes les lignes et juste la dernière colonne, moins 1. Ok. Alors maintenant on va s'amuser un peu à regarder ce qui se passe là-dedans. Je vais même d'ailleurs... Mettez un 2 points ici et refaites ça. Ça va vous faire exactement la même chose. Mais pour après ça va nous être plus utile.
Bon, pour l'instant, ça n'a pas grand chose de vous expliquer ça. Mettez juste un 2 points après le -1 sur Y, là, comme moi, là. Ça va nous faciliter la tâche pour après. Alors, je vous ai dit au départ, justement, en data science, on fait un peu de visualisation. Donc, on essaie de voir des graphes parce que faire du script, c'est sympa. Nous, on adore faire ça. Mais en même temps, si je dois montrer ça à un manager, bah. Mais surtout, c'est pas que pour montrer ça à un manager. C'est qu'imaginez, là, on a à peu près, je crois, 400 lignes. 400 lignes, à la limite, à l'œil nu, je pourrais presque voir les tendances et je pourrais presque comprendre ce qui se passe. Mais, imaginez maintenant, j'ai 3 millions de lignes. Ok? Là, je ne sais pas trop ce qui se passe. Et il va falloir justement que je visualise ça avec des graphes pour en fait faire ce qu'on appelle de la data visualisation exploratoire, où on essaie de comprendre un peu notre dataset, comment se passe notre échantillon là, nos 3 millions de... Sympa la sonnerie. Nos 3 millions d'individus, et justement on essaie de voir les tendances, pour essayer en fait, de comprendre comment on peut optimiser notre algorithme ensuite, pour qu'il soit le plus précis possible. Donc on va passer par cette phase justement de visualisation, essayer de regarder un peu ce qui se passe. Donc je vais regarder un peu ce qu'il y a dans mon dataset et voir un peu des comportements. Et d'abord ce que j'aimerais voir par exemple c'est en fonction du salaire d'une personne, est-ce que celle-là va acheter ou pas? Okay, qu'est-ce qui s'est passé? Okay. Genre quelqu'un qui gagne 30 000 $ par an, est-ce qu'elle a acheté ce produit X ou pas? Quelqu'un qui gagne 60 000 $ par an, est-ce qu'elle a acheté ce produit X ou pas? Okay. On va regarder ça, et justement on va utiliser notre librairie qui s'appelle Seaborn. Alors je vais vous faire encore un nouveau commentaire, je vais l'appeler visualisation. On peut le faire en anglais visualization. Avec un Z, en américain. Et par exemple je vais regarder, je vais l'appeler purchase for salary. Et là, vous allez pouvoir faire SNS, point, et vous allez faire LM plot comme ça. C'est pour Linear Model Plot. Plot, ça veut dire juste, fais-moi un graphe, et LM, Linear Model, donc modèle linéaire. Parce qu'en fait, on va utiliser ce qu'on appelle des régressions logistiques, et une régression logistique, c'est un modèle linéaire. Vous allez comprendre avec le graphe tout de suite après. Là-dedans, du coup, vous allez mettre un X qui vaut... Tac, je vais fermer ça. Je vais mettre X qui vaut Estimated Salary. Et en fait, ce Estimated Salary ici correspond exactement au nom de la colonne qu'il y a dans mon X ici, là. Dans mon X ici, vous avez vu, tout à droite, il y a un truc qui s'appelle Estimated Salary, ici. Vous devez l'écrire exactement pareil dans votre SNS.lmplot. Donc quand j'ai écrit Estimated Salary, E majuscule, Estimated Salary avec un S majuscule. Et vous l'écrivez exactement bien comme ça. Sinon vous allez avoir des petits bugs. Après ce X, vous faites une virgule. Et on va faire Y qui est égal à. Et vous allez mettre Purchased. Ensuite, vous allez me faire Data. Ça vaut Dataset. Et vu que j'ai plus beaucoup de place, moi je vais aller à la ligne comme ça. Tac. Et vous allez faire du coup logistic comme ça, equal true. Et là, ça met un petit peu de temps. Paf! Et ça me sort un graphe un peu comme ça là. À droite de ma console. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Est-ce que vous pouvez un peu deviner déjà ce que me sort le graphe là? En fonction de ce que vous voyez un peu là. L'achat en fonction, là c'est l'achat en fonction du salaire. C'est-à-dire que plus mon salaire augmente là, plus en fait vous voyez que 0 ça correspond à pas acheter et 1 ça correspond à acheter. Donc en fait, tous les points en bleu là que vous voyez en haut et en bas, c'est les individus réels. Okay, c'est vraiment dans mon dataset, il y a des gens qui gagnaient par exemple 20 000 $ par an et qui n'ont pas acheté. Okay, il y a un mec là-dedans, là, ça ressemble à une ligne parce qu'en fait il y a beaucoup trop de points, etc. etc. Okay,
En revanche, la ligne là, ça, c'est ce qu'on appelle faire une régression logistique. C'est-à-dire que cette ligne, elle correspond à la probabilité que quelqu'un achète mon produit en fonction du coût de son salaire. Donc là, ce que vous voyez en fait avec cette ligne, c'est que plus mon salaire augmente, plus ma probabilité d'achat augmente. Par exemple, si je suis là, donc si c'est par exemple je gagne 30 000 $, ou 40 000 $ pour être plus simple, il y a les axes. 40 000 $, si je remonte ici, j'arrive là. Vous voyez? Et en fait, si je regarde à gauche, là, ça me tombe sur 0,2. Donc en fait, ça veut dire que quand je gagne 30 000, 40 000 $ par an, j'ai 20% de chance d'acheter mon produit. Ok? Et plus j'augmente dans les salaires, plus vous voyez que la courbe là, elle va vers le 1, c'est-à-dire que la probabilité d'achat augmente. Ok? Et ça, c'est exactement ce que c'est qu'une régression logistique en fait. C'est-à-dire que vous essayez de comprendre en fonction d'une classe, c'est-à-dire d'une classification, c'est-à-dire achat, pas achat, mais ça peut être plein d'autres choses, hein. Rouge, vert, chien, chat, n'importe quoi, ça doit juste être une catégorie. Mais le but de la régression logistique, c'est d'essayer de trouver une probabilité à partir de laquelle, justement, vous allez pouvoir dire bah, cet individu-là, il va appartenir à cette catégorie ou pas cette catégorie. Okay? Donc typiquement là, selon cette régression logistique-là, juste en fonction du salaire, et ben, si je voyais quelqu'un là qui gagnait genre 120 000 $ par an, bah là mon modèle, je regarde là, je vois 0,7%, enfin 0,7 pardon, donc 70%. Donc mon modèle dit la probabilité pour qu'une personne qui gagne 120 000 $ par an achète, elle est de 70%. Donc ma régression logistique, elle va me dire ok, le mec achète. Ok? Alors ça, justement, vous allez me dire, bah oui, mais du coup, on a juste les prédictions d'achat là. Comment on fait avec les autres variables? Alors, avec les autres variables, justement, on va les ajouter une par une. Et vous, votre modèle, il va comprendre toutes les variables. Donc l'achat, enfin le salaire, je veux dire, l'âge, le sexe. Ok? Nous, par contre, c'est un peu la limite de la visualisation. C'est que dans la visualisation, nous, on arrive à comprendre que des graphes à 2 dimensions. Et ouais. Et là, du coup, vous avez bien vu qu'on a 2 dimensions là. On a purchased et estimated salary. Donc en fait, on peut voir qu'une seule chose à la fois. Ok? Si je rajoute une 3e dimension, quelqu'un voit ce que c'est qu'un graphe à 3 dimensions? Si je fais un cube par exemple, c'est un truc à 3 dimensions. Et si je rajoute une 4e dimension, comment je fais là? Et ouais, là c'est chaud là. Ouais, là il faut faire un truc, faut rajouter des choses. Alors justement, il y a des solutions qui ont été inventées pour essayer de faire 4 dimensions, 5 dimensions, 6 dimensions. Et en fait, c'est l'idée de faire des sphères et de faire des trucs qui ressemblent un peu à des manettes quand vous voyez tous un studio de musique, les petits trucs que vous poussez là à droite à gauche. Ben, on pourrait faire de la visualisation comme ça, mais en vrai, bon bref, personne ne comprend ce que c'est, donc on garde 2 dimensions. Et on fait plusieurs graphes, c'est pour ça qu'on a des intuitions et pas des exactions. Ah, mais du coup, on peut s'amuser quand même à le faire sur d'autres variables. Donc moi, si je fais par exemple une régression logistique sur l'âge, donc je fais purchase for age. Vous pouvez faire exactement le même code là. Donc moi, vu que je suis flemmard, je copie-colle. Et là, au lieu de mettre estimated salary, vous allez mettre age. Et le reste, vous laissez exactement pareil. Et vous pouvez réexécuter. Et là, vous avez vu, ça change un petit peu là. Là, c'est beaucoup plus prononcé en fait. Vous avez vu que par rapport à mon premier graphe, où la courbe elle était un peu plus, on va dire, elle était un peu plus smooth, ici là c'est beaucoup plus serré. Pourquoi? Parce que déjà a priori quelqu'un qui a 2500 ans, c'est pas encore arrivé. Et donc du coup vous avez un intervalle qui est entre 20 et 60 ans. Et là du coup, plus vous avancez dans les âges, plus vous avez des chances d'acheter votre produit. Ok? Du coup, on se dit que là, si la personne est plutôt âgée entre 50 et 60 ans et qu'elle gagne 120 000 € par an, 120 000 $ par an, a priori elle va acheter le truc. Donc je sais pas ce que c'est comme produit, mais vous pouvez quand même essayer d'avoir des idées. Et pour le kiff, je vais vous montrer un deuxième type de graphe qui est là par rapport. Je vais vous faire un bar plot, donc que vous puissiez voir un peu le nombre de personnes qui ont acheté en fonction du coup du sexe
Parce que là, du coup, le sexe, c'est soit homme, soit femme. On ne peut pas faire exactement cette même régression logistique. Par contre, on peut essayer de voir le nombre d'hommes qui ont acheté, le nombre de femmes qui ont acheté et voir s'il y a peut-être une différence. Et en fait, ce qu'on se dit en data science, c'est que s'il y a une grosse différence, bah là, ça doit être significativement, ça voudra dire quelque chose dans le modèle. C'est-à-dire que le sexe doit avoir une influence dans le comportement d'achat. Donc, je vous propose de regarder un petit peu et de voir ça. Alors, purchase for gender. Et là, cette fois, vous allez toujours faire SNS, mais cette fois, au lieu de s'appeler LNplot, elle s'appelle catplot. Ok? Pour categorical plot. Ok? Et par contre, ici, du coup, c'est un peu toujours le même pattern. C'est X, ça vaut gender. Y, ça vaut purchased. Et data, ça vaut toujours dataset. Et vous allez m'ajouter juste un dernier truc qui s'appelle kind égale bar. Et alors, attendez, vu que j'ai plus beaucoup de place sur mon ligne. Hop, comme ça. Ok? Donc ici, faites bien attention. En fait, ce que vous faites, c'est que vous spécifiez en fait simplement ce qu'on appelle des paramètres ici. Ici, pareil, on a mis le gender qui est la dernière colonne, vous savez, dans notre dataset qu'on n'a pas encore visualisé. Purchase qui est toujours le comportement d'achat. Les data, c'est-à-dire les individus qu'on va voir, c'est tout ce qu'il y a dans notre dataset. Et kind, bar, c'est parce qu'on fait un bar plot. Donc voilà. Ok? On se fait plaisir, on va exécuter ça. Et voilà. Alors, en bleu, vous voyez que c'est les males, donc les hommes, et en orange, c'est les females, donc les femmes. Ok? Donc vous avez vu qu'il y a une certaine différence, ok? On est à peu près de l'ordre de 5 à 10% de différence là. Vous voyez pas sur le graphe, c'est écrit en tout petit, mais c'est un peu de l'ordre de 5 à 10% de différence. Ok? Donc si vous êtes une femme, vous avez 10% de chance, à peu près entre 5 et 10% de chance d'acheter votre produit de plus que les hommes. Ok? Bon, on a fait des super visualisations maintenant. Alors, maintenant qu'on a fait des bonnes visualisations, vous avez vu qu'on a fait notre première vise exploratoire en fait. Et vous avez vu qu'on a déjà pris pas mal d'infos en fait sur notre dataset déjà. Qu'est-ce que vous pouvez dire en fait sur notre dataset par rapport au comportement d'achat? Que les femmes achètent plus que les hommes. Les femmes achètent plus que les hommes, ouais, 5 à 10%. On a dit. Plus on est vieux, plus on a de chance d'acheter. Et plus on est riche, plus on a de chance d'acheter. Et en fait, même vous pouvez aller même plus loin, c'est que le fait d'être vieux a plus d'influence sur l'achat, a priori, vu le graphe qu'on a vu, que le fait d'être riche. Parce que vous avez vu que la courbe, elle est franchement moins. Si je reviens là, la courbe, elle est franchement moins significative là. Vous avez vu? Elle ne va pas forcément franchement vers 0, elle ne va pas forcément tout de suite franchement vers 1. Okay. Par contre, sur l'âge, on est beaucoup plus franc là. Ok? Vous êtes prêts à faire un modèle maintenant? Là, c'est le moment où du coup, nous, on a un peu des idées de ce qui se passe, et là, nous, on construit notre modèle. Ok? Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une régression logistique sur toutes les variables d'un coup. Et notre modèle, il va s'entraîner sur presque tout ce qu'on a vu là. Et on va pouvoir le tester. Juste avant de faire couper notre dataset en deux, il y a un truc quand même chez les ordinateurs, c'est qu'ils ne savent pas vraiment lire ce qu'on appelle des chaînes de caractères. C'est-à-dire male, female, ils ne comprennent pas bien. Et c'est en fait gérer ce qu'on appelle des variables catégoriques. Ça, vous avez vu que soit vous êtes un homme, soit vous êtes une femme, donc catégorie 1, catégorie 2, ou catégorie 0, catégorie 1. Okay. En fait, c'est exactement là ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de traduire chacune des catégories comme un nombre. Et vous allez faire ça, non, parce que justement, un ordinateur ne sait pas faire la différence entre male et female, mais par contre, c'est faire la différence entre 0 et 1. Okay. Donc on va juste faire ça avant de faire ce qu'on appelle notre train test split. Et je vais faire ça, on va faire ça s'appelle dummy variables, c'est-à-dire créer des variables, enfin passer de variables catégoriques pour justement des nombres. Et vous allez faire x égale pd.get dummies, comme ça. Et vous allez mettre x et vous allez faire ensuite drop first. Vous allez m'exécuter ça. Ce que vous allez voir, c'est que mon dataset il a un tout petit peu changé là. Vous avez vu que là j'ai mon âge, ça n'a pas bougé. J'ai mon estimated salary, ok, cool. Et par contre mon sexe, soit
c'est gender male, donc soit c'est 1, ça veut dire que vous êtes un homme, soit c'est 0, ça veut dire que vous êtes une femme. Ok? Et ça, l'ordinateur, maintenant, il aime bien ça. Ça, il peut faire des différences. Ok? Alors, c'est parti. Maintenant, du coup, on peut aller sur la prochaine étape qui est de justement séparer notre dataset en deux. La façon dont on va faire ça, c'est qu'on va justement le faire de manière aléatoire. C'est-à-dire que aléatoirement, on va dire qu'il y a des données qui vont aller à l'entraînement et des données qui vont aller au test. Mais on ne veut pas nous-mêmes choisir lesquelles. On veut que ce soit la chance qui choisisse. Okay? Donc on va utiliser une nouvelle librairie. Alors je vais appeler ça train-test-split. Et on va utiliser une nouvelle librairie qui s'appelle scikit-learn. Pour scikit-learn. Et en fait, scikit-learn, c'est la librairie de data science pour faire de l'entraînement d'algorithmes. Et que si vous commencez une carrière là-dedans, vous allez l'utiliser littéralement tout le temps. Parce que c'est trop bien. Donc du coup, vous allez faire ça, vous allez faire from sklearn, donc sklearn, .model underscore selection. Et vous allez faire import train test split. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est que dans la librairie, parce que la librairie scikit-learn elle est énorme, donc dans la librairie scikit-learn il y a une classe qui s'appelle model selection dans laquelle on va importer l'attribut train test split qui s'occupe justement de couper notre dataset en deux de manière aléatoire. Ok? Et on va l'appeler comme ça. On va l'appeler comme ça. On va créer 4 variables. On va créer une variable x train qui va être les variables explicatives d'entraînement. On va créer une variable x test qui va être des variables explicatives de test. Et pareil avec y. Donc pour ça, vous pouvez faire simplement xtrain, moi je l'appelle comme ça, grand X underscore train. Après je fais grand X underscore test, et je fais petit y underscore train, virgule petit y underscore test, égal, et là vous allez faire justement train test split, et vous allez ouvrir des parenthèses, exactement de la même manière que là-haut là. Et sauf que vous allez ajouter des parenthèses. Et dans ces parenthèses-là, vous allez mettre grand X, qui correspond en fait au grand X de tout là-haut, là. Grand X de tout là-haut. Et le petit Y qui, pareil, correspond au petit Y de tout là-haut. Il faut rajouter encore un autre argument qui s'appelle le test size. Donc en fait, le test size, c'est simplement de se dire quelle va être la taille de mon train set et quelle va être la taille de mon test set. Okay? Est-ce que je veux 70% des données qui vont aller à l'entraînement, ou est-ce que je veux simplement 50, ou est-ce que je veux 80, 90, etc. Donc on met un paramètre qui s'appelle test size comme ça, et vous faites égal, et en général, on met entre 20 et 30% en fonction. Donc là, moi, je vais mettre 25%, donc 0.25. Hop, et voilà. Donc vous ne voyez pas bien, je vais essayer de comme ça. Donc test size 0.25. Donc en fait il y a 25% de nos données qu'on va ne pas utiliser pour l'entraînement mais justement pour le test. Okay, on va tester nos données là-dessus. Et dernier argument, là c'est un truc qui va nous servir à avoir exactement la même façon de prendre les données aléatoirement, qu'on ait tous à peu près les mêmes test sets et les mêmes train sets. Ce qu'on appelle le random state. Vous allez mettre random state égale 0. Ok. Ça c'est complètement optionnel. Si vous ne le mettez pas, c'est pas grave. Simplement, vous allez avoir en fait des données différentes dans votre train set et dans votre test set. Si vous avez des données différentes, du coup, en fait votre modèle va s'entraîner sur des données différentes et donc du coup vous allez avoir des résultats qui seront peut-être différents des nôtres, à peu de choses près. Ok. Donc si on met random state égale 0, comme ça on est tous pareils, on aura tous le même modèle. Alors, si vous exécutez ça maintenant, paf, ici, vous devez avoir plein de trucs qui viennent d'apparaître. Vous avez votre X-test, X-train, Y-test, Y-train. Et donc en fait, c'est exactement la même chose. Vous allez voir, ça ressemble exactement à la même chose. Âge, estimated salary, gender, male, etc. Donc ça ressemble exactement à notre grand X. Simplement que, si vous regardez à gauche là, il y a 300 lignes qui sont allées au train et 100 lignes qui sont allées dans le test. Okay, donc en fait, au lieu d'entraîner notre modèle sur 400 lignes, comme on avait originellement dans notre dataset, on va l'entraîner uniquement sur 300. Ok? Voilà.
C'est juste ce qu'on a fait avec cette partie-là. Et maintenant qu'on a fait cette partie-là, on va faire un truc qui s'appelle la normalisation. Alors la normalisation en data science, ça veut dire que vous avez vu que là, en fait, on a par exemple des estimated salary qui sont exprimés en milliers d'euros ou milliers de dollars. Donc, par exemple, on a quelqu'un qui gagne 100 000 $. Okay. Mais par contre, de l'autre côté, on a des âges qui sont exprimés en dizaines, c'est-à-dire que vous pouvez aller de 0 à 80 ans, etc. Vous voyez qu'il y a une échelle un peu différente. Okay. Il y en a un où on parle d'unités en centaines de milliers de dollars, et l'autre on parle juste en dizaines d'années. Okay. Donc en fait, la normalisation, c'est un moyen de remettre tout à la même échelle. Okay. C'est que chacun des chiffres soit sur une même rangée, sur un même intervalle, qui soit beaucoup plus proche, pour qu'en fait, votre ordinateur il puisse plus facilement trouver des patterns. Okay. C'est pas nécessaire sur tous les algorithmes, c'est nécessaire sur la plupart. Okay. Il y a certains algorithmes, comme ce qu'on appelle les régressions linéaires, où c'est pas vraiment nécessaire. Certains vous diront l'inverse. Vous pouvez me faire confiance, c'est pas vraiment nécessaire. Mais en tout cas, sur des régressions logistiques, par contre, ça l'est. Okay. Et plus vous allez avancer, plus vous allez faire des normalisations. Donc autant que je vous montre ça directement, et je vais vous faire une normalisation. Et vous allez voir, c'est toujours un peu la même chose, c'est que ça ressemble un peu, vous allez voir, à ce qu'on a fait juste en haut, c'est qu'on va appeler une librairie dans scikit-learn, une classe, un attribut, on va utiliser cet attribut et il va faire ce qu'on veut. Alors justement, on va appeler ça normalisation. Et vous allez faire du coup from sklearn. Ça s'appelle preprocessing, preprocessing exactement. Import, et vous allez mettre standard scalar. Et vous le faites sans parenthèse. Si vous exécutez ça, normalement il n'y a pas de problème. Hop, je reviens un peu en avant. Et faites bien attention avec standard scalar, donc c'est standard avec un S majuscule et scalar avec un S majuscule aussi. C'est sensible à la case, donc faites bien attention avec ça. Donc, standard scalar, on en est à là, on va créer du coup une nouvelle variable qu'on va appeler SC pour justement standard scalar. Et on va créer ce qu'on appelle une instance de cette classe standard scalar. Donc vous allez simplement faire standard scalar, mais cette fois vous allez mettre des parenthèses. Ok. Ce qu'on appelle, pour ceux qui s'y connaissent, faire une instance de classe, c'est-à-dire que simplement on dit, ok, dans cette variable SC, on va mettre juste un exemple, on va mettre juste notre normalisation à cet instant T. Okay. Donc vous pouvez faire ça, on ne va pas l'exécuter tout de suite parce qu'on n'en a pas exactement besoin. Mais par contre, du coup, maintenant, on va devoir appliquer cet exemple, cette instance de cette classe, donc cette normalisation, sur nos données d'entraînement, donc sur notre xtrain, et sur nos données de test, donc notre xtest. Okay. Donc on va faire xtrain égale, et là vous allez faire, pardon, sc.fitTransform et vous allez mettre xtrain. Alors là, je sais que c'est un tout petit peu compliqué parce que les étudiants me disent souvent mais il est là et puis il est là, xtrain, pourquoi? Alors, je vais peut-être pas lui faire comme ça. Ils vont me dire oui, le prof il se fout de notre gueule en plus. Donc quand on fait de la programmation, en fait, quand on met un égal, c'est pas exactement la même chose que quand vous faisiez des maths et que vous mettiez un égal. Okay. Quand on met un égal en programmation, c'est simplement qu'on assigne une valeur à une variable, okay, quelle qu'elle soit. Et là, en l'occurrence, cette variable, je l'ai appelée de la même manière que celle qui était là-haut, okay, pour pas me perdre. Et celle-là, pareil. Celle-là, par contre, c'est celle qui correspond à là-haut. Okay. Donc en fait, ce truc-là, ce fitTransform, SC fitTransform, ça veut dire normalise xtrain, qui est là-haut, là, celui qu'on a fait depuis le départ, et mets-le dans une variable qui s'appelle xtrain, et qui a du coup le même nom que celle qu'on avait avant. Mais ne vous y méprenez pas, c'est simplement une nouvelle variable qui s'appelle xtrain. Okay. Hein, ouais, et du coup, ça la remplace. Ouais. Donc là, si je fais ça, j'ai plus du tout accès à mon xtrain d'avant. Okay. Donc je vais faire ça aussi avec xtest, puisque si je normalise xtrain, il faut que je normalise xtest. sc.fitTransform. Xtest.
Donc si vous êtes flemmard comme moi aussi, pareil, vous copiez-coller. Et donc si on réexécute ça, hop. Alors ça nous met plein de petits trucs comme ça sur la console, vous en faites pas, si tant que ça vous les met en blanc et qu'il n'y a pas un gros truc écrit en rouge, c'est que ça marche, donc on est content. Ok. Je pense qu'il y a peut-être, s'il y a des vrais codeurs, ils vont se retourner dans leur qu'est-ce qu'ils racontent. Mais vous en faites pas. Alors, mais du coup, si je regarde Xtest ou Xtrain, vous allez voir exactement la même chose là. Vous avez vu que du coup là, j'ai des valeurs qui sont maintenant normalisées. C'est-à-dire qu'elles sont toutes à la même échelle. Ok. Donc elles vont d'un négatif qui va à peu près, je crois, de -3 à 3, grosso modo. Ok. Et là, notre modèle, il va bien aimer ça. Donc du coup, on va pouvoir le mettre. Ouais. Pourquoi on devrait normaliser le genre? Pourquoi on a normalisé le genre? Eh bien, parce que si tu normalises tout, enfin, si tu normalises une partie de tes données, tu es d'accord que là, le fait que ton genre il va être 0, 0.58, 16, machin, et moins 60, etc., c'est différent de 0 et 1. Donc si tu as normalisé une partie de tes données, et que tu laisses 0 et 1 de l'autre côté, bah là, ça va te poser un problème. Donc tu veux tout normaliser, ouais. Donc si tu normalises un bout, tu normalises tout. Alors, maintenant, enfin, la partie marrante, c'est qu'on crée le modèle maintenant. Ok, on va le créer nous-mêmes et on va le créer avec Scikit-Learn. Donc du coup, on va l'appeler comme ça, Building Logistic Regression Model. Ok. Et alors là, vous allez faire from, pareil, scaler, point. Et là, vous allez faire linear model, justement, comme ça. Vous allez faire import logistic regression. Et pareil, vous mettez bien les bonnes majuscules là où il faut, parce que sinon, votre ordinateur il sera. Et une fois que vous avez fait ça, on va créer une variable cette fois, qu'on va appeler classifier. En général, en data science, on est assez aussi carré sur ces trucs-là. Donc, quand on veut prédire une catégorie, on appelle notre variable, on va l'appeler classifier. Si vous voulez prédire un nombre précis, c'est-à-dire un nombre de ventes ou un volume de ventes, etc., là, vous parlez de regression. Ok. Voilà, ou régresseur. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler du coup notre classe, pareil, logistic regression, et entre parenthèses. Et il y a plein de trucs, vous avez vu, qui sont mis en jaune là, qui sont en fait les paramètres par défaut de notre algorithme. Ok. Donc à votre niveau, vous n'êtes pas obligé de savoir ce qui se passe là-dedans. Parfois, même moi, je ne sais pas tout ce qui se passe dans cet algorithme-là. Enfin, tout ce qu'il y a là-dedans. Mais on va tout laisser par défaut pour l'instant. Et ce que vous devez savoir, c'est que quand vous commencez à prendre de la bouteille, justement, vous allez faire ce qu'on appelle du tuning, okay, du hyper-tuning. C'est qu'en fait, vous allez essayer de chercher les valeurs optimales pour chacun des paramètres. Okay. Il y a un moyen de faire ça avec de la programmation, mais vous allez essayer de faire ça. Et en fait, ça va vous faire gagner un tout petit peu de précision, genre quelques pourcents, etc. Et imaginez que sur des milliers de données, quelques pourcents, on est content. Alors la seule chose qu'on va mettre par contre, c'est juste un random state aussi pareil, égal à 0. Encore une fois, c'est pour la même explication que tout à l'heure, c'est qu'on veut avoir le même modèle, et comme ça on a les mêmes prédictions sans les comptes. Et là vous allez faire classifier, une fois que vous avez fait ça, pour un fit, et pas fit transform, juste fit. Et vous allez faire xtrain et ytrain. Donc là ce qu'on fait, c'est que dans cette partie, je viens de créer mon modèle. Je vais dire voici ce que c'est qu'une régression logistique, et il faut que tu me prépares ça. Okay, mais je ne vais pas dire sur quelles données maintenant il faut qu'il s'entraîne. Et justement, ça fait partie de ce classifier.fit là, xtrain, ytrain. C'est justement là où je vais lui dire, ok, mon très cher classifier, il faut que tu apprennes sur ces données que je viens de te donner là. Alors hop, vas-y, on l'envoie, tac. Et là, on a notre modèle qui est entraîné. Si vous avez un out ici vous voyez en tout petit, mais out, logistic regression, ça veut dire c'est préparé, ok, c'est bon.
Et maintenant, du coup, qu'on a rentré notre modèle, on peut faire plein de choses. C'est-à-dire qu'on peut essayer de regarder maintenant comment performe notre modèle. Okay, là, on va se dire, ok, bah maintenant, sur nos données de test, on va essayer de prédire ce qui se passe. Okay, et là, je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, je vais l'appeler prédiction, cette partie. On va créer une variable qu'on va appeler white pardon, pour white prediction, et qui va être en fait ce que notre modèle a prédit sur les données de test. Okay, donc encore une fois, je vous répète, on a coupé notre dataset en deux, on l'a entraîné sur une partie, il n'a pas vu l'autre partie. Cette autre partie, on l'a appelée données du test. Okay, et justement, là, on va lui dire de prédire ça, et on va pouvoir comparer du coup avec les valeurs réelles. Okay, et voir du coup à quel point notre modèle est bon ou mauvais. Alors du coup, là, ce que vous pouvez faire, c'est en fait classifier.predict, et vous allez mettre ici du coup y-test. Donc en fait, pardon, c'est pas y-test, c'est x-test. Tac. Donc en fait, ici, le classifier.predict, c'est-à-dire que là, les données de x-test, il les a jamais vues. Donc en fonction de la même chose, c'est-à-dire les mêmes trucs sur lesquels il a appris, et ben, il va essayer de prédire. Okay, on va stocker ça dans YPred. Donc j'ai exécuté ça, et maintenant je vois YPred. Et vous avez vu que c'est un paquet de 0 et de 1. Mais du coup, si j'ouvre YTest maintenant, et ben vous pouvez voir qu'à ma droite, ce sont les données réelles, donc ce qui s'est passé réellement, ce que la personne a acheté ou non, et à gauche, c'est ce qu'a fait le modèle. Donc on va regarder ça sur les premières. Donc là, je regarde YTest par rapport à YPred. À ma gauche, c'est YPred, à ma droite, c'est YTest. La première valeur, vous avez vu que le modèle a prédit que la personne n'allait pas acheter. Et effectivement, elle n'a pas acheté. La deuxième personne, on a prédit qu'elle n'avait pas acheté. Et effectivement, elle n'a pas acheté. Bref, je peux y aller jusqu'à la 7e ligne où on a dit qu'elle allait acheter et effectivement, elle a acheté. Par contre, là, sur la 9e ligne, on a dit qu'elle allait acheter et finalement, elle n'a pas acheté. Okay, alors, vous allez me dire, ouais, mais du coup, comment j'évalue ça? Parce que là, je vais pas me taper à la main ces prédictions-là et voir si effectivement le modèle a été mauvais ou pas mauvais. Ok, et bien en fait, on a un truc qu'on appelle une matrice de confusion. Okay, une matrice de confusion, ça va être en fait répertorier les endroits où on a eu bon, donc les valeurs où on a eu bon, les valeurs où on n'a pas eu bon. Et puis voilà. Et c'est déjà pas mal. Alors du coup, je vais mettre cette nouvelle section, je vais l'appeler évaluation. Et là, du coup, ça va être la création d'une matrice de confusion. Et je vais appeler from aussi scaler. Et vous appelez ça matrix. Je crois que c'est mieux. Ouais, tu appelles ça. Import. Et là, vous appelez ça confusion matrix. Voilà. Et là, du coup, on va faire CM égale, c'est-à-dire confusion matrix égale, et vous faites confusion